Lorsque je suis sortie de l'Uber, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La maison dans laquelle j'ai grandi était sombre, fermée à clé et complètement vide. Je m'appelle Aubrey Elwood et j'ai 23 ans. Premier de ma famille à aller à l'université. Le premier à partir vraiment. J'ai passé les 4 dernières années à étudier la sociologie dans une université d'État située à 2 heures de route. Suffisamment proche pour rester connecté. Du moins, c'est ce que je pensais. Je suis rentrée à la maison en m'attendant à quelque chose de familier. Un lit, une lumière allumée, peut-être même un câlin. Au lieu de cela, j'ai trouvé des sacs poubelles et le silence. Pas de camion de déménagement, pas d'adieu. Juste un sac poubelle déchiré qui déversait mes vêtements sur le porche. Je suis restée là, figée, à essayer de comprendre. Puis j'ai vérifié mon téléphone. Un message de ma mère. Nous avons déménagé. Je ne pensais pas que tu reviendrais. Il n'y a rien là-bas pour toi de toute façon. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils ne m'avaient pas seulement oublié. Ils m'ont effacé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la maison était aussi légalement la mienne. J'ai grandi dans cette maison. Une maison en briques délavées avec une allée irrégulière et un saule devant la maison qui grattait contre ma fenêtre à chaque fois que le vent soufflait. Ce n'était pas une maison glamour. Pas le genre d'endroit qui vous rendait fier au sens d'une carte postale, mais c'était stable. Familier. Sûr. Nous étions une famille de classe moyenne. Rien d'extravagant, juste assez. Assez pour les crêpes du samedi, assez pour les soirées cinéma avec du pop-corn dans des bols dépareillés, assez pour avoir l'impression que tout irait bien. Mon père travaillait de longues heures dans une usine locale, et ma mère... Eh bien, ma mère tenait la maison ensemble, même si ce n'était pas toujours avec douceur. Chez nous, il y a toujours eu une sorte de favoritisme discret, celui qui n'est ni crié ni écrit, mais qui se manifeste par des cadeaux d'anniversaire et des secondes chances. Mon frère aîné, Kevin, était l'enfant chéri, la star de l'équipe de baseball, charmant, bruyant. Il s'en tirait avec des choses que je n'aurais jamais osé tenter. Et puis, il y a eu moi, la silencieuse, celle qui se souvenait de sortir les poubelles sans qu'on le lui demande, qui ramenait des A à la maison mais qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvait deuxième derrière un B+ et un home run. J'ai appris à ne pas attendre grand-chose, surtout pas de ma mère. Ses éloges étaient rares, son amour, conditionnel. Mais il y a une personne qui m'a fait sentir que j'étais vue, mon grand-père. Grand-père Joe était le genre d'homme qui faisait se pencher tout le monde lorsqu'il parlait. Réfléchi, patient, et peut-être le seul de la famille à remarquer les petites choses, comme le fait que j'aidais toujours à ranger, que je restais dans ma chambre, que je tenais un journal sous mon lit, et que je faisais semblant de ne pas m'en soucier quand Kevin me traitait de bizarre pour ça. Il avait l'habitude de dire « Tu as quelque chose en toi que les autres n'ont pas, quelque chose qui t'emmènera plus loin que cette ville ne pourra jamais le faire. » Il a cru en moi, pleinement, bruyamment. Il est venu à la remise des diplômes de mon lycée dans un costume trop grand de 2 tailles et avec un appareil photo qui fonctionnait à peine. C'est la photo que j'ai gardée collée au mur de ma chambre d'étudiant. Lorsque j'ai été acceptée à l'université avec une bourse partielle, c'est lui qui m'a serré le plus longtemps dans ses bras. Mes parents ont dit qu'ils étaient fiers, bien sûr, mais c'est grand-père qui m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Ne pense jamais que tu vas laisser cette maison derrière toi. Cet endroit est autant le tien que le leur, pour toujours. » J'ai porté cela avec moi. J'ai traversé chaque partiel brutal, chaque nuit passée à travailler au café du campus. Je n'ai pas demandé l'aide de mes parents. Pas une seule fois. J'ai payé mon propre loyer. J'ai fait des heures supplémentaires pendant les vacances d'hiver au lieu de rentrer à la maison. Je pensais que peut-être, si je continuais à faire des efforts, un jour il me verrait comme grand-père le faisait. L'université n'a pas été facile. J'ai jonglé entre les cours, le travail et le sentiment douloureux que j'étais toujours à 2 doigts de m'effondrer. Mais j'ai réussi. J'ai réussi.
J'étais à quelques semaines de l'obtention de mon diplôme lorsque mon grand-père est décédé. Je savais que son état s'aggravait, mais je n'étais pas prête. L'appel est arrivé pendant la semaine des examens, entre deux gardes, et un devoir que je n'avais pas encore commencé. Je ne pouvais pas me permettre de prendre l'avion pour rentrer chez moi. Pas avec un loyer à payer, pas avec tout ce qui était en jeu. J'ai donc fait ce que j'ai pu. J'ai envoyé des fleurs, j'ai choisi moi-même la composition et j'ai écrit une lettre que j'espérais que quelqu'un lirait à haute voix lors de la cérémonie. J'y ai mis tout ce que j'avais, mes souvenirs, ma gratitude, mon amour. Je n'ai jamais eu de réponse, pas de texte, pas d'appel, pas même une photo de la cérémonie. C'était comme si mes adieux n'avaient pas d'importance, comme si ma voix n'avait plus sa place dans cette maison, même dans le chagrin. Mais même à ce moment-là, je ne pensais pas que quelque chose n'allait pas. À la fin du semestre, j'ai fait mes valises et j'ai réservé un vol bon marché pour rentrer chez moi. Je n'avais pas d'autre projet que de dormir sur mon ancien lit pendant quelques semaines, et peut-être de repeindre le garage comme je l'avais toujours promis à mon grand-père. Reprendre mon souffle, me ressaisir, commencer à postuler à des emplois. C'est ce qui était prévu. Le taxi s'est éloigné avant que je ne me rende compte que quelque chose n'allait pas. Je me tenais au bord de l'allée, plissant les yeux dans la lumière du soleil, essayant de comprendre ce que je voyais. Pas de voiture dans l'allée, pas de carillon sur le porche. Les pots de fleurs ont disparu. Les rideaux de la fenêtre avant ont également disparu. Elle ne ressemblait pas à ma maison. Elle ressemblait à un souvenir que quelqu'un avait essayé de nettoyer. Puis, j'ai vu les sacs poubelles. 3 d'entre eux, déchirés, affalés contre les marches comme s'ils étaient tombés sans faire attention. Je me suis approchée lentement, les roues de ma valise s'accrochant dans le gravier. L'un des sacs s'était ouvert. À l'intérieur, mon sweat à capuche du lycée, froissé et humide. Un cadre photo, face cachée et craquelée, la plaque de mon équipe de débat, l'annuaire de mon collège dont les pages se sont gondolées sous l'effet de la pluie. Je me suis figée. J'ai fixé la porte d'entrée. J'ai essayé la poignée, verrouillée. Une boîte à clés rouge vif était fixée à côté, le genre que les agents immobiliers utilisent. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai reculé, espérant encore à moitié qu'il s'agissait d'un malentendu. Peut-être qu'ils étaient en train de rénover. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être... Et là... Je me suis retournée. C'était Madame Eldridge, la voisine, qui portait encore ses gants de jardinage. Elle m'a regardée avec ce sourire étroit et plein de pitié que les gens ont lorsqu'ils ne savent pas quoi dire. Ils ont déménagé la semaine dernière. Je pensais que tu étais déjà parti pour de bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, en essayant de garder ma voix stable. Parti où? Ils n'ont rien dit. La société U-Haul est arrivée le matin, et à la tombée de la nuit, l'endroit était vide. La maison s'est vendue très rapidement. L'acheteur n'a même pas marchandé. J'ai cligné des yeux. Attendez, vendu? Elle penche la tête. Oh, chérie, tu ne savais pas? J'ai juste pensé que, puisque ton nom était sur l'acte, c'est toi qui t'occupais de tout. Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas bouger. Elle continue de parler, mais ses mots se confondent avec des parasites. J'ai fait un pas en arrière, puis un autre. Mon téléphone m'a fait l'effet d'une brique dans la main lorsque je l'ai sorti et que j'ai composé le numéro. Maman. Pas de réponse. Papa. Directement sur la boîte vocale. Kevin. Appel refusé. J'ai envoyé un message à maman. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les choses? 3 points sont apparus, puis disparaissent. C'est alors que son message est passé. C'est fait. Il n'y avait rien pour toi ici. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. C'est à ce moment-là que tout en moi s'est arrêté. Pas de colère.
Pas encore de tristesse. Juste ce calme inquiétant, profond comme un os. Je me suis assise sur le bord du porche, à côté des sacs de mon passé, et j'ai regardé la rue comme si c'était un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Ils ont déménagé. Sans un mot. Ils ont vendu la maison. J'ai jeté ma vie dans des sacs poubelles. Mais ce qu'ils ont oublié, la seule erreur qu'ils ont commise, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement de leur maison. Avant de mourir, grand-père a été très clair. Il l'a répété encore et encore, comme une promesse gravée dans la pierre. Cette maison sera toujours la tienne aussi. Et il le pensait. Il m'avait dit qu'il avait ajouté mon nom à l'acte de propriété il y a des années. Il a dit qu'il voulait s'assurer que j'avais quelque chose à moi, quelque chose que personne ne pourrait me prendre. Mais ils l'ont fait, ou du moins, ils le pensaient. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je me suis juste levée, j'ai brossé la poussière de mon jean et j'ai refermé ma valise. S'ils voulaient que je sois effacée, oubliée, juste un autre déchet sous le porche. Très bien, mais ils ont fait un mauvais calcul. Parce qu'on ne jette pas quelqu'un qui sait où sont les papiers, qui se souvient des promesses, qui n'a plus rien à perdre. Ils ont vendu cette maison dans mon dos. Maintenant, j'allais leur reprendre quelque chose, morceau par morceau. Et je n'aurais pas besoin d'une clé pour le faire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis dans cette chambre de motel, dont les murs étaient suffisamment fins pour que j'entende chaque voiture qui passait sur l'autoroute, et j'ai fixé le plafond, me demandant comment tout s'était écroulé si silencieusement. Toute ma vie s'est déroulée dans cette maison. Chaque séance d'études nocturnes, chaque anniversaire, chaque dispute, chaque version de moi. Et maintenant, tout cela avait disparu. L'image qui revenait sans cesse n'était pas le porche vide, ni les sacs poubelles, ni même le message de ma mère. C'était la voix de mon grand-père. Souple, mesuré, inébranlablement certain. Il l'avait dit tant de fois au fil des ans, presque comme une blague, mais sans jamais vraiment plaisanter. Cette maison est aussi la tienne, tu sais. Un jour elle sera à ton nom. Il a commencé à le dire quand j'étais encore au lycée, et il a continué à le dire longtemps après. La dernière fois, c'était pendant les vacances d'hiver, lors de ma première année d'université. Nous étions assis sous le porche, partageant du cacao dans des tasses ébréchées, l'air étant chargé de givre. Je me souviens qu'il observait ma mère et Kevin à travers la fenêtre de la cuisine. Ils se disputaient, encore une fois, à propos de quelque chose de stupide, probablement de l'argent. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu as toujours été différente d'eux, plus silencieuse, mais plus forte aussi. » Je n'ai pas su quoi répondre à cela. Je me suis contentée de regarder ma tasse. C'est alors qu'il me l'a dit. « J'ai ajouté ton nom à l'acte. Je l'ai dit à l'avocat. C'est fait. Je voulais m'assurer que tu aurais toujours quelque chose que personne ne pourrait t'enlever. » À l'époque, je ne l'avais pas vraiment cru. Je l'ai remercié, je l'ai serré dans mes bras, et j'ai oublié. J'avais des papiers à écrire et des gardes à faire. Je pensais que ce n'était qu'un geste gentil de la part d'un homme qui avait toujours essayé de me donner plus que n'importe qui d'autre. Maintenant, c'est comme une bouée de sauvetage. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert le compte de messagerie de la fac que je n'avais pas consulté depuis des mois. J'ai fouillé dans les dossiers, à la recherche de quelque chose, d'une sorte de preuve que tout cela n'était pas qu'un vague souvenir. Et puis, je l'ai trouvé. Un courriel datant de plus d'1 an. L'objet du message disait « Gardez ceci ». Il s'agissait d'une pièce jointe PDF scannée. J'ai cliqué, j'ai attendu, et voilà, c'est fait. Sa volonté, l'acte. La clause juridique confirmant tout ce que j'avais repoussé au fond de mon esprit. Mon nom,
imprimé clairement, à côté du sien. Propriété conjointe. Droit de survie. C'était réel. Ils ont vendu la maison dans mon dos. Ils se sont frayés un chemin sans ma signature. Ils ne se sont pas contentés de me trahir. Ils ont enfreint la loi. J'ai regardé fixement le document, les lignes en petits caractères devenant soudain nettes et pleines de sens. Pour la première fois depuis que je me trouvais sous ce porche, j'ai senti quelque chose changer. Pas la rage, pas le chagrin. Contrôle. Ce n'était pas fini. C'était loin d'être le cas. Ils pensaient m'avoir effacé, mais j'étais toujours là. Et légalement? Mon nom aussi. Le lendemain matin, j'ai appelé la société de gestion des titres de propriété dont le nom figurait au bas de l'acte. J'ai essayé de garder une voix calme, comme s'il s'agissait d'une transaction de routine, mais mes mains n'arrêtaient pas de trembler. La femme au téléphone était polie et efficace. Elle a consulté le dossier, elle a demandé le numéro du dossier, a confirmé la date de la vente, puis elle s'est arrêtée. Il semble que nous ayons reçu les signatures des 2 propriétaires. Votre mère et vous. Mon estomac s'est effondré. Pouvez-vous m'envoyer une copie de ces documents? Ai-je demandé, sachant déjà ce que je trouverais. 30 minutes plus tard, le courriel est arrivé. J'ai ouvert la pièce jointe. Et voilà, mon nom était griffonné sur la ligne de signature. Le problème, c'est que je n'ai jamais signé. Pas sur papier. Ni électroniquement. Ce n'était même pas proche de la façon dont je signe mon nom. Ils l'ont falsifié. Ma propre famille avait falsifié mon nom pour me voler la maison. J'ai regardé l'écran, puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à ma mère. « Vous avez falsifié mon nom ?» La réponse est arrivée 5 minutes plus tard. « Ne soyez pas dramatique, nous avions besoin d'argent. Tu n'étais même plus là. C'est tout. Pas d'excuses. Pas de honte. Juste une fin de non-recevoir, comme si j'étais déraisonnable de m'en soucier. J'ai appelé Kevin. Il n'a pas répondu. Puis il m'a envoyé un texto. « Grandis. Tu as ta vie maintenant. Ce n'est qu'une maison. Juste une maison. » Comme si ce n'était pas le seul endroit où je m'étais sentie un tant soit peu enracinée. Comme s'il n'avait pas jeté ma vie dans des sacs poubelles et appelé cela une rupture nette. J'ai essayé de me défouler auprès d'un couple d'amis proches de l'université. L'un d'eux m'a dit « C'est terrible, mais il vaut peut-être mieux passer à autre chose. Les affaires juridiques sont compliquées. Peut-être que ça n'en vaut pas la peine. » Un autre a ajouté « Ce n'est qu'une maison. Les gens perdent leur maison tout le temps. » Mais ils n'ont pas compris. Il ne s'agissait pas de la maison. Il s'agissait de savoir ce que cela signifiait. C'était la seule chose qui me liait encore à l'homme qui me voyait pour ce que j'étais. C'était la preuve que quelqu'un m'avait un jour promis que j'appartenais à quelqu'un, quelque part. Et maintenant, cette preuve avait été arrachée, vendue sous mes pieds, comme si je n'étais qu'un nom oublié sur un bout de papier. Mais le fait est que je n'étais pas partie, j'étais toujours là, et je n'allais plus me taire. Je me suis donné 24 heures pour faire mon deuil. Pas seulement pour la maison, mais pour l'idée de famille à laquelle je m'étais accrochée toutes ces années. Je me suis laissée envahir par le poids de la situation. Puis je me suis mise au travail. Le premier appel que j'ai passé a été pour Sarah. Nous n'avions pas parlé depuis des mois, pas depuis la remise des diplômes. Mais elle m'avait toujours dit « Si jamais tu as besoin de moi, vraiment besoin de moi, tu n'as qu'à le dire. » Elle était une avocate en pleine ascension, fraîchement débarquée dans le droit des successions et de la propriété, faisant déjà des vagues dans son cabinet à Chicago. Je n'ai pas cherché à faire la conversation. Je lui ai envoyé les faux documents. L'email de la société de titres de propriété. Une capture d'écran de l'acte que grand-père m'avait envoyé. J'ai simplement tapé « S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas folle. » Et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Elle a appelé 5 minutes plus tard.
D'accord, dit-elle. C'est grave. Mais c'est réparable. En entendant cela, j'ai eu l'impression de respirer à nouveau. Nous avons créé un dossier partagé et commencé à monter un dossier. Jour après jour, heure après heure. J'ai passé au peigne fin tous les anciens courriels, tous les messages que j'avais conservés, tous les relevés bancaires liés à la propriété. Elle a demandé des documents publics au comté. Elle a obtenu la licence de notaire associée à la vente. Elle ne correspondait à personne que j'avais rencontré. Il s'est avéré que le cachet du notaire avait été utilisé sur 3 documents distincts. Mais lorsque Sarah l'a appelée directement, elle a confirmé qu'elle ne m'avait jamais rencontré. Elle n'a jamais été témoin de ma signature. Faux. Confirmé. Nous avons établi un calendrier. Mon départ pour l'université. La mort de mon grand-père. Le jour où la maison a été vendue. Tout s'alignait et tout pointait dans la même direction. Mon nom avait été utilisé sans mon consentement, à mon insu, pour me dépouiller de quelque chose qui me revenait de droit. Ma propre famille m'avait volé. Pas seulement émotionnellement, légalement. Nous ne parlions plus seulement de trahison. Il s'agissait d'un acte criminel. Sarah m'a guidée à chaque étape comme un phare dans le brouillard. Nous allons déposer une plainte au civil. Fraude, faux, vente illégale de biens en copropriété. Je vous aiderai à rédiger la plainte, mais vous devrez prêter serment. Êtes-vous prêt pour cela? Je n'ai pas hésité. Je n'ai jamais été aussi prêt. Pendant qu'elle s'occupait de la paperasse, j'ai commencé à me préparer moi aussi, mais pas avec colère. Je ne voulais pas être alimentée par la rage. C'est comme ça qu'on s'épuise à la moitié du combat. Je suis revenue à l'essentiel. J'ai tenu un journal, page après page. Tout ce dont je me souvenais à propos de grand-père, de la maison, des petites choses qui avaient commencé à me sembler lointaines et surréalistes. J'ai tout écrit pour me rappeler qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de récupérer ce qui m'appartenait. J'ai recommencé à aller à la salle de sport. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais besoin d'un endroit où mettre le poids qui n'était pas seulement émotionnel. Chaque goutte de sueur était comme un autre morceau de chagrin qui quittait mon corps. Et j'ai commencé une thérapie. J'ai trouvé quelqu'un dans ma région. Je ne voulais pas me contenter de survivre à cette épreuve, je voulais m'en sortir entière. Plus forte, plus claire. Lors de notre 3e séance, j'ai dit quelque chose qui m'a surpris moi-même. Je ne veux pas qu'il souffre, je veux qu'il comprenne. Je veux qu'il voie le moment exact où tout a basculé. Mon thérapeute acquiesce. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. À la fin de la 2e semaine, Sarah avait préparé la plainte complète. Elle l'a envoyée au format PDF et je me souviens d'avoir regardé le titre. Demande d'action civile, fraude, falsification et vente illégale de biens. C'était surréaliste. Mon nom était inscrit à côté de celui de ma mère. Celui de mon frère. Les personnes qui étaient censées me protéger. Ma famille, de l'autre côté de la salle d'audience. Mais j'ai signé. Pas avec peur. Pas avec hésitation. Je l'ai signé d'une main calme et d'un esprit clair. Ils avaient utilisé mon nom pour m'effacer. Maintenant, je l'utilisais pour tout reprendre. Quelques semaines après le début des préparatifs du procès, Sarah m'a appelée alors que j'étais en train de plier du linge dans mon petit appartement. Sa voix était plus aiguë que d'habitude, concentrée, mais tendue. « Hé, dit-elle, j'ai trouvé quelque chose de grand. » J'ai fait une pause. Plus important que la falsification de mon nom et la vente de la maison? Elle n'a pas ri. C'est là que j'ai su que c'était sérieux. J'ai passé au peigne fin les dossiers d'homologation de ton grand-père et j'ai remarqué une 2e fiducie, pas l'acte. Celui-ci était financé séparément et devait être remis quand tu aurais 23 ans. Cela m'a stoppé net. Je n'ai jamais entendu parler d'une 2e confiance, ai-je dit lentement. Vous n'auriez pas pu. C'était un accès restreint, accessible uniquement sous votre nom avec une pièce d'identité valide ou une décision de justice. Mais voilà, il n'y en a plus. Je me suis enfoncée dans le canapé.
Qu'est-ce que tu veux dire par partie? Je veux dire que quelqu'un l'a drainé, l'année dernière. Le formulaire de retrait utilisait une procuration signée à votre nom. Je l'ai retiré. Elle l'a envoyé par email. Et comme pour la vente de la maison, il y avait mon nom. Mais ce n'était pas le mien. La signature était proche, mais à nouveau décalée. Elle était inclinée dans le mauvais sens. La même erreur que celle commise par la personne qui a falsifié les documents de la maison. Comme s'ils avaient pratiqué mon nom, mais n'avaient jamais su comment je l'avais signé quand c'était important. Savez-vous à quoi servait cet argent? Demande Sarah. J'ai hoché lentement la tête. Grand-père m'a dit que c'était soit pour les études supérieures, soit pour un acompte. Il m'a dit une fois qu'il voulait que je construise quelque chose de vrai, quelque chose que personne ne pourrait prendre. Elle s'est tue. Puis elle s'est tue. Il ne s'agit pas seulement d'une fraude, c'est du vol. Un vol qualifié, selon l'État. J'ai regardé le document sur mon écran. Le compte contenait plus de 40 000 $. Maintenant, il était à 0. Pendant tout ce temps où je sautais des repas, où je travaillais 2 fois plus, où je stressais à cause des frais de scolarité, il y avait de l'argent à mon nom, et ils l'ont pris, tranquillement, derrière mon dos, tout comme la maison. Pouvons-nous ajouter ceci à l'affaire? Ai-je demandé. Absolument, cela change tout. Et c'est ce qui s'est passé. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison. C'était systématique, froid, calculé. Il ne s'était pas contenté de m'effacer de la maison. Il m'avait volé mon avenir. Sarah a modifié l'affaire la même semaine. Nous avons mis à jour les dossiers, joint la fausse procuration, demandé des citations à comparaître de la part de la banque. Il s'agissait désormais de 2 chefs d'accusation de falsification, de vol financier et d'escroquerie à la propriété. Pendant ce temps, ma famille restait tranquille, toujours aussi suffisante. Je savais, grâce à un cousin en qui j'avais confiance, qu'il disait à tout le monde que j'étais juste amère et dramatique, que je finirais par m'en remettre ou que je me contenterais de quelques milliers de dollars et que je passerais à autre chose. Il pensait que la situation allait s'arranger tranquillement. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que je n'avais jamais été celle qui parlait le plus fort dans la pièce. Je ne criais pas, je ne menaçais pas. Je me suis préparée. Et quand je suis revenue avec tout. Au jour de l'audience, l'atmosphère était étrangement calme, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Je suis arrivée tôt, vêtue d'un costume bleu marine que j'avais emprunté à un ami, dont le tissu était un peu raide aux épaules mais solide. Je suis restée devant les portes du palais de justice pendant une bonne minute avant d'entrer, m'ancrant dans le silence. Ce n'était pas une vengeance. C'était le bilan. À l'intérieur, la salle d'audience était plus froide que ce à quoi je m'attendais. Ma famille était déjà assise de l'autre côté. Ma mère les bras croisés, mon frère faisant défiler son téléphone comme s'il attendait un rendez-vous chez le dentiste et non un procès. Aucun d'entre eux ne m'a regardé. J'ai pris place à côté de Sarah qui m'a fait le genre de signe de tête qui dit qu'on est d'accord. Lorsque le juge est entré, la salle s'est raidie. Personne n'a parlé lorsque l'huissier a appelé l'affaire. Sarah s'est levée la première. Sa voix était posée, respectueuse, mais claire. Votre honneur. Mon client est ici aujourd'hui à la suite d'une trahison à plusieurs niveaux. Nous allons présenter des preuves d'une vente immobilière falsifiée, de l'utilisation illégale d'un fonds fiduciaire et de dommages financiers, résultant directement d'une fraude commise par la famille proche du plaignant. Elle a présenté au juge les documents un par un, les copies de l'acte de propriété avec mon nom clairement mentionné, les courriels montrant que je n'ai jamais été informée de la vente, les actes notariés qui ne concordaient pas, la fausse procuration qui a drainé le fonds fiduciaire. Tout était là, sur le papier, inébranlable. Ma mère s'est déplacée sur son siège. Mon frère s'est penché en avant, chuchotant quelque chose à leur avocat, qui semblait de moins en moins confiant à chaque glissement. Lorsque le juge a demandé si les accusés avaient quelque chose à dire, ma mère a essayé de prendre le contrôle de la salle. Nous ne pensions pas que c'était grave,
dit-elle rapidement en se levant à moitié. Il n'utilisait pas la maison. Il vivait sa vie. Il n'en avait pas besoin. Le juge lève la main. Veuillez vous asseoir. Kevin prend ensuite la parole. Il y a juste eu une confusion à propos des documents. Peut-être que le notaire s'est trompé. Ce n'est pas comme si nous voulions faire du mal à quelqu'un. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Mon silence en disait assez. Le juge fait une longue pause avant de répondre. La loi ne considère pas la confusion comme une excuse valable pour la falsification, a-t-il déclaré. Il ne s'agit pas d'un malentendu, il s'agit d'un modèle de tromperie et de vol financier. Il se tourne vers son greffier et commence à lire l'arrêt. Le tribunal se prononce en faveur du plaignant. La vente de la propriété commune est par la présente annulée et signalée pour annulation dans l'attente d'un examen par la commission immobilière. Le compte fiduciaire, évalué à 42 000 $ au moment du retrait, doit être remboursé intégralement dans un délai de 60 jours. Des dommages et intérêts d'un montant de 15 000 $ sont accordés au plaignant pour les frais de justice et la détresse émotionnelle. Il marque une pause, puis ajoute « En raison de la falsification du notaire et de la POA frauduleuse, ce tribunal renvoie l'affaire au bureau du procureur pour un examen plus approfondi. Des poursuites pénales pourraient être engagées. » J'ai entendu ma mère inspirer brusquement. Le téléphone de Kevin a finalement été rangé. C'est fait. Je me suis levée. J'ai fait un signe de tête poli au juge et je suis sortie de la salle d'audience avec Sarah à mes côtés, les talons résonnant sur le sol en marbre. Dehors, j'ai laissé l'air me frapper. Pas froid, pas chaud, juste réel. Je n'avais pas envie de faire la fête. Je me sentais calme, ancrée. Ils avaient vendu la maison comme si elle n'était rien. Ils avaient volé mon fonds d'affectation spéciale comme si je n'existais pas. Mais aujourd'hui, devant un juge et la vérité, ils ont enfin été vus, et j'ai enfin été entendue. Ils ont d'abord perdu la maison, celle qu'ils avaient achetée avec mon argent. Après la décision du tribunal, elles n'ont pas pu faire face au paiement. Sans le fonds fiduciaire pour les soutenir, ils se sont rapidement retrouvés en défaut de paiement. La banque a repris possession de la maison en quelques semaines. C'est ainsi qu'ils sont sortis. Leur crédit a été réduit à néant. La nouvelle s'est rapidement répandue. Les petites villes n'oublient pas les scandales, surtout lorsque la trahison est aussi personnelle. Les proches ont cessé de les rappeler. Les voisins chuchotent. À l'église, les gens se sont éloignés. Kevin a perdu son emploi 2 semaines plus tard. Son patron de la finance a vu le dossier public et n'a pas voulu prendre le risque. La maman a supprimé son Facebook. Le groupe de mamans qu'elle dirigeait? Silencieux. Personne n'avait besoin de crier. La vérité a fait les dégâts d'elle-même. Quant à moi, j'ai racheté la maison. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je le pouvais. Mais je n'ai pas emménagé. Je l'ai démontée et reconstruite, pièce par pièce. Puis j'en ai fait don à quelque chose d'important. Aujourd'hui, il s'agit d'un bureau de logement à but non lucratif pour les étudiants qui ont été mis à la porte, exclus ou laissés pour compte, comme je l'ai été. Juste devant la porte d'entrée, il y a un panneau qui dit « Bienvenue à la maison. Vous avez votre place ici. » Je vis dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Rien d'extraordinaire. Mais c'est le mien. Chaque centimètre carré. Pas de nom volé. Pas de fausse signature. Juste la paix. Cette maison était synonyme de famille, puis elle a signifié la trahison. Aujourd'hui, elle est synonyme de but. Sur mon bureau se trouve une photo de grand-père, prise il y a des années. Il sourit dans son vieux costume tordu, celui qui est trop grand de 2 tailles. Parfois, je le regarde et je me dis « Tu avais raison. Il ne pouvait pas me l'enlever. Pas pour toujours. » La semaine dernière, j'ai reçu un courriel de l'une des étudiantes que nous avons aidées. Elle l'a terminé par une ligne. Merci. Ici, on se sent comme chez soi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que peut-être, j'étais aussi chez moi. Ils ont pris mon silence pour de la faiblesse. Mais le silence n'est pas une capitulation, c'est une stratégie. Et quand cela comptait le plus,
J'ai parlé plus fort qu'il ne l'aurait jamais vu venir. Personne ne devrait avoir à se battre pour obtenir une place dans sa propre famille. Personne ne devrait avoir à prouver qu'il vaut la peine d'être gardé. Et si vous avez déjà été rayé de la liste, compté ou exclu, j'espère que vous le savez. Votre nom compte toujours. Votre histoire compte toujours. Si cela vous a touché de près, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Et si vous croyez aux histoires sur la vérité, la guérison et la reprise de ce qui a été volé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci d'être là et d'avoir choisi le genre d'amour qui n'a pas de recette, mais qui continue à se manifester.